Qu'est-ce que c'est que ça? Le requin bleu. Voilà, on est dans une période où les thons nous ont un petit peu laissés tranquilles, ils sont partis se reproduire, et donc dans ces périodes-là, on a quand même le requin qui lui est devenu supraprédateur dans cette période. Ça correspond à leur période où ils viennent mettre bas leur bébé, et donc du coup notre région est assez porteuse là-dessus, puisque du coup les femelles viennent mettre bas leur bébé requin, qui vont sortir du ventre de la maman en faisant environ 50 cm, et elle les rapproche très proche des côtes, là où il y a de la vie, là où il y a de l'humain, là où il va y avoir des choses à charogner. Des fleuves où vont débarquer des choses, l'activité de pêche, les êtres humains, et donc du coup elles viennent les lâcher ici dans des eaux chaudes, porteuses en alimentation, où ils vont pouvoir se débrouiller. Donc nous, sur ces périodes où on continue à sortir au thon, même si des fois ils sont un peu moins là, ça nous permet de continuer d'être sur le terrain, et on a ces prises accidentelles, les requins bleus, qui viennent nous voir, parce que nous on amorce avec de la sardine pour le thon. Donc quand ces requins arrivent et sèment la panique un peu dans nos lignes, et nous on s'est documenté, on a appris à les manipuler, et aujourd'hui on essaye d'aider aussi des associations qui elles essayent de préserver cette espèce, parce qu'il ne faut pas oublier que le requin bleu c'est une espèce classée en voie critique d'extinction, donc il n'y en a bientôt plus du tout. Voilà. Pendant des années, l'être humain a coupé les ailerons sur ces espèces pour faire des soupes, pour faire plein de choses, pour faire plein d'activités, même du maquillage, etc. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus, et il y a quelques associations ou scientifiques qui s'occupent du sujet pour essayer d'apporter du savoir et de tirer des sonnettes d'alarme, et éventuellement de mettre des réglementations en place, etc. Donc aujourd'hui, si un requin vient nous voir, on va essayer que notre action de pêche serve à quelque chose, qu'on ramène à terre des informations aux scientifiques, aux associations, à ceux qui vont bien vouloir essayer de faire remonter l'information correctement. Du coup, si on attrape un requin, on aura besoin de tout le monde ici à bord, parce que du coup, c'est pas un poisson comme les autres. Il va falloir faire une manipulation un peu particulière, parce que y a des dents. Il va falloir essayer de l'observer, de le retourner, voir si c'est un mâle, voir si c'est une femelle, le mesurer, pour qu'on ramène le plus d'informations possible à terre. Donc ici vous avez une petite fiche faite par l'association Aileron qui permet comme ça d'aider les pêcheurs au thon qui seraient susceptibles de rencontrer cette espèce. Donc vous allez retrouver quelques informations de bonne pratique qui, une fois à la canne, comment je fais avec ce poisson, parce que il se comporte à la canne de façon assez spéciale. Tous les poissons, ils nous tirent la canne parce que ils veulent pas venir au bateau. Et lui, finalement, il est très curieux. Il se laisse ramener relativement facilement jusqu'au bateau. Et arrivé au bateau, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il y a un bateau et que ça va chauffer pour lui. Donc du coup, c'est là qu'il va faire des grands rushs. Donc c'est un poisson, on va pouvoir peut-être le voir 10 fois au bateau avant de pouvoir poser les mains dessus. Donc au combat, finalement, ça sert à rien d'être très violent. Vaut mieux combattre très frein très desserré, tranquille, l'observer. Tout ce temps où il est dans l'eau, dans son élément et en liberté, entre guillemets, nous, ça nous permet déjà de collecter des informations. S'il se décroche, il se décroche. Mais au final, on a pu déjà apprécier la taille. S'il se tourne, peut-être apprécier le sexe, voir s'il a des morsures sur lui, voir un maximum d'informations. Donc déjà, ce serait de l'avoir au bout de la canne. Et même s'il se libérait, pour nous, c'est quasiment le job rempli, puisque du coup, on a collecté toutes les infos qu'on voulait. Une fois qu'il va venir au bateau, il va re-accélérer, il va jouer sur le frein, il va revenir, il va rejouer sur le frein, il va revenir, il va rejouer sur le frein. Et petit à petit, comme ça, forcément, il va se fatiguer un petit peu. Et c'est là que moi, je vais rentrer en scène pour essayer de l'attraper et de le faire monter à bord. Donc des poissons jusqu'à 2 mètres, je me sens de manipuler et de les faire monter à bord. Et je me dis je me sens, parce que c'est pas une obligation. Il y a des poissons, s'ils ne me laissent pas jouer avec eux, à un moment donné, il faut savoir rester à sa place et dire ok, celui-là, il n'est pas chaud à monter à bord, donc on va le libérer dans l'eau, on va couper la ligne à ras, on va essayer de le libérer dans les bonnes conditions. C'est des poissons qui sont agressés par le soleil, ils ont un voile qui se met sur les yeux, et donc leur façon de se protéger, c'est comme ça, de mettre ce voile sur les yeux, et ils se mettent à tourner sur eux-mêmes, un peu comme les serpents. Et là, quand ils se mettent à tourner sur eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Ils s'enroulent sur la ligne. Alors là, j'ai déjà vu, au début, quand on ne savait pas trop comment les manipuler, en essayant de maintenir le poisson tête hors de l'eau, comme on fait avec tout type de poisson, pour arriver à le manipuler, à l'attraper, et là, le poisson, il se mettait à s'enrouler et monter quasiment jusqu'à là, en haut de la canne. Imaginez en se saucissonnant comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, la ligne casse, et le poisson, il saucissonnait, enroulé de fil. Alors là, ce serait dramatique, parce que du coup, laisser partir un poisson avec un hameçon, déjà, c'est pas ce qu'on veut, et alors, enroulé de fil, qui du coup risque de l'entraver à la nage, ce serait la catastrophe. Donc du coup pour ça, on a des gros bas de ligne, qui fait que la ligne ne va pas casser, et surtout, on garde en tête. On sait qu'ils vont faire comme ça. Donc du coup, un peu comme certaines espèces qui sautent, comme le black bass ou le tarpon, on va pêcher canne basse. Si on le tire vers la surface, il va s'enrouler. Si je le tire canne basse vers le fond, du moins la tête vers le bas, il ne s'enroule pas.
Donc vous verrez, je ne sais pas qui passera à la canne en premier, mais je vous dirai canne basse, canne basse, canne basse. C'est vraiment pour pas qu'il se mette à s'enrouler. Et quand il est au bateau, on a des longues cannes, elles vont nous permettre d'orienter cette nage. Et d'essayer de tout le temps faire en sorte qu'il soit en mouvement. Si on l'arrête comme un poisson qu'on a l'habitude de pêcher, et ben tout de suite ce réflexe de s'enrouler, même s'il a la tête dans l'eau. Que si, avec ma canne, hop, je peux l'orienter de gauche à droite, je le fais nager, hop, il continue à serpenter. Ce requin, il a la particularité d'être tellement souple que sa tête peut manger sa queue. Donc il est capable, si je l'attrape à la queue, de venir, clac, me mordre. Donc c'est pas un poisson qu'on attrape à la queue, c'est un poisson qu'on attrape à l'endroit dangereux, directement à la tête. Waouh. Donc moi je vais faire tourner le bas de ligne jusqu'à me présenter sa bouche et d'un mouvement rapide, je vais aller positionner ma main directement sur la mâchoire. L'objectif c'est de lui fermer la bouche. Il n'a pas de force pour ouvrir la bouche, il a de la force que pour fermer la bouche. Donc du coup une fois que je lui ai fermé la bouche, il ne peut plus nous mordre. Donc on est tranquille. Ça veut dire que tes mains ils sont prises aussi. Mes mains restent du début jusqu'à la fin sur le poisson. Donc les enfants, c'est vous qui allez devoir aider. C'est ça, c'est vous qui allez devoir retirer les hameçons, faire la mesure, venir observer le sexe, regarder s'il y a des parasites, prendre en photo s'il y a une morsure, un élément reconnaissable, parce qu'on s'est aperçu que pendant les reproductions, ils se mordent un peu entre eux, ce qui fait qu'ils ont des cicatrices sur eux, c'est des balafrés, et du coup, on peut reconnaître un poisson à travers une cicatrice qu'il a déjà eue, qu'on a vue, qu'on a pris en photo et qu'on a répertoriée. Ça, c'est assez intéressant. Ouais. Wow, donc, je vais poser la première main, mais il faut tout de suite que j'aille poser la deuxième main, une main de chaque côté pour fermer la mâchoire, parce que du coup, vu comme on a dit qu'il a tendance à se tordre pour s'enrouler, eh bien, il vient, il me casse le poignet, il arrive avec sa force à me tordre. Alors qu'en prenant deux, je suis serein, s'il bouge d'un côté, ça bouge de l'autre, on arrive à équilibrer. Donc, suivant la taille du poisson, il peut être lourd, hein, puisque du coup, ils sont assez filiformes, jusqu'à 1m70, 1m80, mais après, ils prennent de la largeur. Donc, ils prennent de la largeur pour pouvoir accueillir les bébés aussi dans le ventre. Donc, les femelles de 2 mètres sont tout de suite très larges, contrairement à un mâle d'1m60 qui est très filiforme. Du coup, suivant le poids du poisson, rapidement, il faudra quelqu'un qui vienne aussi récupérer la queue. Moi, je serai à la tête et à la queue pour soutenir le poisson et pour que ce soit un peu moins lourd pour moi. C'est des poissons, tout est mou. Tous les organes au niveau du ventre, tout est mou. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut poser au sol ou qu'il faut tenir comme on tient certains poissons, une main sur le ventre. Tout est mou. Dès que vous allez toucher le ventre, en fait, vous allez être en appui sur des organes à l'intérieur. Donc le foie, les viscères, etc. Ce qui est pareil, très douloureux pour lui et pas ce qu'on veut et pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Lui, il est en apesanteur dans l'eau. Il n'y a jamais d'élément qui lui appuie sur le ventre. Donc en fait, il va falloir un peu lui reproduire ça sur le bateau. Donc, il va falloir le soutenir à la queue et à la tête et laisser cette partie un petit peu abdominale tranquille. Okay. Si on doit le poser au sol pour faire une mesure, pour prendre un peu d'appui pour enlever un hameçon, ce sera rapide, quelque chose qu'on se fixe maximum 1 minute au sol, pas plus. Et du coup, il faudra quelqu'un qui pense à arroser le sol. Pour le mucus, qu'on connaît chez tous les poissons, c'est pas un poisson à écailles, hein, il y a du cuir, mais il y a quand même du mucus. Et surtout pour refroidir le sol. Puisque souvent, le plancher du bateau, on dirait pas, mais avec le soleil, nous on a des chaussures, on sent jamais que le sol est chaud. Mais lui, il faudrait pas qu'il se brûle quand il se pose au sol. Donc on arrose le sol. Toi, Jado, tu ne brûles pas les pieds, toi. on arrose le sol, on pose le poisson, on mesure, on aura un beau mètre ruban pour mesurer. Une mesure précise, ça va nous permettre de savoir son âge. En le tournant, on va regarder son sexe, on enlève l'hameçon et on relâche. Okay. Voilà un petit peu pour les grandes lignes de Qui c'est qui enlève l'hameçon ? On va sortir plein de petits ustensiles qu'on aura à portée de main, parce que vous avez compris que moi j'aurai souvent les mains prises et je vais faire un peu le chef d'orchestre. Prends la pince, prends le ciseau, prends la pince un peu plus longue, mets les gants, note quelque chose. Donc on a une petite caisse ici pour pouvoir tout noter, l'heure de capture, la taille, le sexe, l'heure, la position GPS, la température de l'eau. Voilà, toutes ces petites informations vont permettre aux scientifiques et aux associations qui veulent les aider de comprendre pourquoi ils viennent, à quel moment, quels sont les paramètres qui ont servi à cette espèce d'être là, pas là. Parce que même une journée où ils sont finalement pas présents sert aux scientifiques de se dire tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de prise accidentelle de requins. Pourquoi ? Ah ben tiens, aujourd'hui, l'eau s'est refroidie cette semaine. Ils se sont peut-être reculés. Ah tiens, l'eau s'est réchauffée, on les voit très proches des côtes. Donc une sortie comme ça à but de collecter des informations, finalement, tout est intéressant à ramener à terre et à collecter comme données. Trop cool.
Bah, y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. On va faire les scientifiques. Ouais, c'est ça, ici, là. T'as une petite fiche que tu remplis avec Tiens. les données. Et après, Voilà. tu l'envoies. On a une petite fiche pour penser à rien oublier. Aujourd'hui, c'est simple avec les smartphones, on prend une photo de l'écran, on a les coordonnées GPS, on a l'heure, on a la température sur le GPS. Mais c'est vrai qu'une petite fiche papier, tac, ça permet d'observation qui sont collectées. Il y a plusieurs organismes qui collectent. Là, c'est l'association Aileron. Et du coup, on leur collecte les informations, on leur transmet. Et comme ça, moi, ils peuvent incrémenter des bases de données où il y a beaucoup déjà d'éléments. Cool. Et voilà! Oh, excellent. Mission requin validée. Bon, on est bon. Commencer. Attention, c'est la caméra à droite. Là, il y a des chances qu'ils soient emmêlés. Ouais. Ah, il a démarré gaillard. Stop. Tranquille. Vous avez vu comme il essaye de se